La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine à Infocam, nous faisons un retour sur les 3 jours de grève en front commun avec Mme Natacha Blanchet. On veut être entendu, puis on est déterminé à être entendu. Nous discutons avec Olivier Gentil de Action Chômage Kamouraska qui nous parle de la situation actuellement pour les chômeurs et les chômeuses. C'est quelque chose qui nous fait mal ici à Action Chômage Kamouraska parce qu'on sait que c'est pas encore assez. Puis, Mme Anne Duret de Cosmos Bas-Saint-Laurent nous parle de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Je vous dirais que nos enfants vont bien. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. J'ai rencontré à la Pocatière Mme Natacha Blanchet, présidente du syndicat de l'enseignement du Grand Portage. Avec elle, j'ai pu faire un retour sur les 3 derniers jours de grève en front commun qui ont eu lieu et également voir les avenues qui sont envisageables pour le futur. Voici l'entrevue. Ma chère Natacha, Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de grève. Là, on se revoit encore. C'est pas bon signe. Qu'est-ce qui se passe? On a les deux pieds dedans. On est en pleine grève. On est même à la fin de notre deuxième séquence de 3 jours qui se termine dans quelques minutes. Demain, je m'en vais en rencontre nationale. Puis on va faire le point pour voir la suite parce que on a un mandat de grève générale qui pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Donc là, qu'est-ce qu'on fera avec ça? Tout dépendamment de ce qui se passe aux tables. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a plus d'échanges. Il y a une nomination d'un médiateur. À ce qui paraît, c'est plus facile. Les discussions sont plus fluides. Il y a plus des échanges à toutes les tables, les sectorielles pour les différents corps d'emploi et à la table centrale où tout se règle pour le Front commun. Donc, on espère qu'il se passe quelque chose parce que c'est quand même pas rien aujourd'hui. Là, on est quand même 600 000 en grève. Là. Donc, c'est un mouvement qui est vraiment important. C'est presque 10 % du Québec. Exactement. Puis, tu sais, ça touche des enfants, ça touche des parents. Donc là, le bassin, donc c'est plus que 600 000 qui sont impactés, là, certainement. Là. Ouais. Outre l'ajout d'une médiation, est-ce qu'il y a eu d'autres développements depuis la dernière fois qu'on s'était parlé ou ça est vraiment resté au statu quo? Ah non, c'est exactement ça. Il ne se passait rien, là. Vraiment aucune avancée au niveau de la table centrale, au niveau salarial, retraite. La même chose au niveau sectoriel pour les enseignants. Là, il y avait vraiment... Puis, je vous avais entendu probablement M. Legault dire aujourd'hui qu'il demandait de la flexibilité au syndicat s'il voulait avoir du salaire. Mais il reste que la flexibilité, là, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on en a de la flexibilité dans les classes pour adapter notre enseignement et tout ça. Donc, je pense que là, c'est le temps qu'il se passe quelque chose pour que... Justement pour le service aux élèves également, là, parce que c'est qui en paye le prix au bout du compte. Oui, les enseignants, mais au bout du compte, c'est aussi les enfants. Là, vous êtes au bout d'une certaine capacité de vous adapter. Oui. Qu'est-ce qui a amené, dans le fond, jusqu'à cette... on n'est plus capable d'en prendre? Ce qui a amené, c'est sûr qu'on le sait, hein, la santé et l'éducation ont fait les frais des coupures draconiennes dans les 15 dernières années, hein, quand il y avait un endroit à couper, c'était toujours là. On le voit dans l'état des écoles, hein, on le voit, on a l'école derrière, là, on voit qu'elle manque d'amour. Là. Donc, fait que juste le physique des écoles manque d'amour. Fait qu'imaginez les humains, puis imaginez tous les services avec ça. Donc, tout ça a manqué d'amour pendant longtemps. Puis je pense que le cri du cœur de tout le secteur public actuellement, c'est ça. C'est que là, c'est assez. Le manque d'amour, on n'en peut plus, puis on a besoin qu'on soit
reconnus à notre juste valeur et qu'on ait les moyens pour faire notre travail comme il faut, pour pouvoir rester en poste. Parce qu'on le sait, c'est toujours la pénurie, hein, la rétention du personnel, parce que c'est bien beau de dire qu'on veut l'attirer, mais il faut aussi le garder. Fait que pour le garder, il faut nous donner des conditions de travail qui ont du bon sens. Il y a une femme l'autre jour qui m'a dit qu'elle est une enseignante, qui m'a dit qu'elle est en peine d'amour de son métier. Puis là, vous me parlez que les lieux manquent d'amour. Je pense que c'est la thématique. Oui, bien, c'est la première fois que je l'utilise. Vous m'avez comme poussé là, mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a comme quelque chose, une relation qui s'est effritée. Puis je comprends pas parce que, on le sait, la base d'un peuple, si on a un peuple éduqué, on a un peuple qui va mieux s'en sortir côté santé, qui va mieux s'en sortir économiquement. Donc, on a tout avantage à avoir un peuple éduqué et bien éduqué. Et là, ben, si on met pas de soin là-dessus, qu'est-ce qui va arriver? En tout cas, on voit ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Hein? C'est pas toujours rigolo. Donc, on peut juste espérer que le gouvernement de la CAQ entende, puis que Mme Lebel entendre raison aussi, parce que là, ils restent sur leur position. Puis M. Legault a parlé de flexibilité par rapport à l'affectation qui devrait se faire plus tôt en mai. Mais quand on en discute avec nos centres de services, même les centres de services disent « c'est impossible. Il faut faire les inscriptions. On n'est pas prêt en mai à faire les affectations. On n'est pas rendu là. » Alors, même le gouvernement n'a même pas consulté ses propres centres de services pour savoir si ça avait du sens. Alors, il faut toujours bien que ça soit en place aussi, les postes et tout. Mais il faut que tu aies le matériel pour que tout ça soit mis en place. Donc, c'est du temps quand même, là. Faire les postes en fonction des groupes, en fonction des problématiques. Puis là, des fois, d'ici au mois de juin, il se passe bien des choses des fois, là, puis que les élèves, finalement, ne réussissent pas, doivent rester dans le même niveau ou bien, en tout cas, avoir des besoins particuliers. Donc, on a un gouvernement très déconnecté de son milieu. En terminant, là, tantôt, vous me mentionnez, demain, il y a un vote en lien avec grève, puis il y a même possibilité grève illimitée. Je ne vous souhaite pas ça. Si c'est le cas, disons, ça aurait lieu à partir de quand? Est-ce que ce serait avant Noël ou après Noël? C'est un peu la décision qu'on aura à prendre. Okay, si c'est avant les fêtes ou après les fêtes. Puis c'est pas ce qu'on souhaite. Hein? On sait que c'est un moyen ultime. La grève générale est limitée encore plus que la grève. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour les élèves, pour la population. Mais on veut être entendu. Puis on est déterminé à être entendu. C'est ce que j'entends depuis 3 jours. J'ai jamais entendu ça. Les enseignants disent non, c'est assez, il faut que ça change. Puis tout secteur confondu le disent. C'est assez. Il faut que ça change. Merci. Ça fait plaisir. Malgré une récente annonce concernant l'assurance-emploi qui peut être favorable pour certains travailleurs, Action Chômage Kamouraska et son directeur Olivier Gentil se gardent une certaine réserve avant de célébrer haut et fort cette annonce. Monsieur Gentil nous en dit davantage sur la situation actuellement concernant l'assurance-emploi. Olivier, c'est super confortable ici, les chaises, la table, j'aime ça. Par contre, il semblerait que la situation au niveau du chômage pour les chômeurs, c'est moins confortable. Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît? Absolument. Du côté de l'assurance-emploi, en tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que ça brasse pas mal. Il y a des retards de traitement, beaucoup. Ce qui fait qu'en sorte qu'il y a des personnes, des fois, qui attendent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. On a vu jusqu'à 1 an pour avoir leurs prestations auxquelles ils ont droit, en fait. Là. C'est vraiment juste des délais administratifs ou des fois un peu comme une cacophonie du côté de l'assurance-emploi qui fait que il y a des retards, il y a des papiers qui se perdent ou peu importe, puis ça fait que ça plonge les gens des fois dans une détresse qui est assez lourde. Ouais. C'est paradoxalement une bonne nouvelle. Les taux de chômage, en fait, plombent. Donc, sont très, très bas. Par contre, étant donné que les taux de chômage sont très, très bas, à l'assurance-emploi, étant donné que toute l'admissibilité, le montant du chèque d'une certaine façon, et puis le nombre de semaines surtout, à laquelle on a droit à des prestations d'assurance-emploi, est calculé sur le taux de chômage. Donc, c'est inverse au taux de chômage. Plus le taux de chômage est petit, plus c'est difficile de se qualifier. Et inversement, plus le taux de chômage est élevé dans une région, plus c'est facile de se qualifier. Okay. Et puis plus on a droit à plus de semaines, tout ça. Okay. Le problème, en fait, qu'est-ce qu'on voit, c'est que
pour les travailleurs et travailleuses saisonniers et saisonnières, ben, il n'y a pas beaucoup de liens, en fait, voire pas du tout, entre le taux de chômage et puis leur utilisation de l'assurance-emploi. Okay. Ce qui fait en sorte que, ben, eux, qui aient un gros taux de chômage ou un petit taux de chômage, en fait, ils comptent sur leurs prestations, mais parce que ben, l'hiver, c'est gelé. Donc, on pense par exemple en foresterie, en agriculture, tout ça, ben, c'est gelé, donc ils peuvent pas... Ils peuvent pas travailler dans leur emploi pour lequel ils ont des compétences, ils ont une expertise et tout ça. C'est de la météo, tout simplement. Donc voilà. Donc actuellement, ça prend 700 heures pour se qualifier, qu'on soit un prestataire saisonnier ou non. Okay. Et puis, ben, ça, c'est très complexe pour les industries saisonnières qui déjà peinaient à bout de souffle à garder leurs employés. C'est des personnes qui travaillent très, très fort dans ces industries-là. On pense par exemple à la foresterie, à la construction et tout ça. Donc, pour ces personnes-là, souvent, ils réussissent même plus à se qualifier. Donc, ils n'ont même pas le 700 heures minimal. Puis lorsqu'ils l'ont, le 700 heures, ben, ça leur donne seulement droit à 14 semaines. Juste pour te faire une comparaison, il n'y a pas si longtemps que ça, donc on parle en 2017. Ça prenait, dans la région ici, ça prenait environ 500-560 heures pour se qualifier, plutôt que 700. Puis avec 560 heures, on avait 22 semaines de chômage. Oh. Aujourd'hui, ça en prend 700, comme je viens de le dire, et puis ça en donne 14. Ouais. Donc là, on vient de perdre 8 semaines de chômage. Beaucoup. Donc, évidemment, bon, on se réjouit hier parce qu'on nous a annoncé qu'on a... Il y a certains chômeurs et chômeuses saisonnières qui vont avoir 4 semaines de plus. Donc ça, c'est les personnes qui avaient déjà le 5 semaines supplémentaires qui répondent à certains critères. Donc, plutôt que 5 semaines, ils vont maintenant avoir 9 semaines. Le problème, c'est que c'est une victoire qui est partielle, c'est une victoire qu'on célèbre, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous fait mal ici à Action Chômage Kamouraska parce qu'on sait que ben, c'est pas encore assez pour passer l'hiver sans vivre le fameux trou noir. Donc le trou noir, c'est la période où finalement ben, on n'a ni travail, ni prestation. Et puis, ben, c'est pas de notre faute parce que ni travail parce que c'est la météo, ni prestation parce que c'est c'est le système, en fait. C'est l'assurance-emploi, c'est la loi de l'assurance-emploi. Donc, c'est un peu quelque chose qu'on hésite à célébrer, qu'on célèbre en même temps, mais qu'on est un petit peu ambigu sur cette question-là. Ouais. Voilà. Tu as mentionné quelque chose que je trouve très important, que tu as mentionné une certaine lourdeur ou détresse pour les chômeurs, justement. Ça, est-ce que vous, ici, à Action Chômage Kamouraska, vous avez comme un rôle à jouer dans le soutien aux chômeurs au niveau psychologique, là, c'est quand même très important? Oui, absolument. En fait, à chaque jour, plusieurs fois par jour, il y a des personnes qui nous appellent et qui nous font part de leurs difficultés, de leurs craintes, puis de leur situation, en fait. Puis, nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? En fait, c'est un rôle de facilitateur. C'est essayer de mettre un peu d'huile dans la machine, d'essayer de rassembler tous ces papiers-là. Puis, on contacte l'assurance-emploi souvent, on leur explique qu'est-ce qui se passe. Souvent, ça se règle juste de cette façon-là, juste en prenant le téléphone et puis vraiment en expliquant la situation. Et puis, par contre, ça arrive assez régulièrement aussi. Malheureusement, ben, selon les lois de l'assurance-emploi, ces personnes-là sont simplement pas admissibles. Donc là, on peut pas faire grand-chose. Après, pour ces personnes-là, ben, on peut les orienter vers d'autres ressources. Donc, on peut essayer de voir qu'est-ce qui s'offre à eux et elles là, maintenant qu'on sait qu'il y a un verdict qui est négatif, donc qui n'ont pas droit à l'assurance-emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, c'est vraiment, je pense, un travail d'accompagnement qu'on fait ici à Action Chômage. Et puis, donc, chaque cas est unique. Et puis, on essaie vraiment là, de voir la situation dans son ensemble, puis d'essayer on travaille avec certains partenaires, par exemple les organismes d'employabilité ou les autres groupes de défense de droit qui peuvent aussi, par exemple, il y a l'aide de dernier recours, il y a
les indemnisations de CNSST et tout ça. Donc, on travaille avec différents organismes pour essayer de voir un petit peu là, cette situation-là ensemble, puis essayer de voir pour chaque personne qu'est-ce qu'on pourrait faire ou quelle solution, en fait, est-ce qu'on pourrait... quelle piste de solution, en fait, s'offre à cette personne-là là, lorsque ça ne fonctionne pas avec l'assurance-emploi. Ouais. Puis vous, est-ce que vous faites partie d'un regroupement, disons, est-ce qu'il y a un regroupement d'actions chômage à la grandeur de la province, puis est-ce que vous en faites partie ou vous êtes vraiment indépendant ici pour la région seulement? Ben oui, on est très, très fiers de faire partie du MAS. Donc, c'est un regroupement de chômeurs. Je suis chômeur. Je crois qu'on est rendu à environ à une vingtaine de groupes qui ont chacun qui œuvrent chacun dans une région qui leur est spécifique. Et puis, on se rencontre et puis... Qu'est-ce qui est fascinant, en fait, c'est qu'en partageant, on se rend compte que les problèmes, ils sont relativement assez récurrents. Mm-hmm. Donc, on est capable vraiment de faire un bilan. Chaque groupe, quand on fait des tours de table, chaque groupe apporte un petit peu sa vision, il exprime, il témoigne de ce qu'il voit sur le terrain. Et puis, finalement, ben, on se rend compte qu'on vit un petit peu tous et toute la même chose, tu sais. Puis même à la grandeur du pays, tous les Canadiens et les Canadiennes ont à peu près les mêmes difficultés. Évidemment, il y a des difficultés très particulières pour les régions versus en ville. Mais en tant que tel, il y a beaucoup d'autres enjeux comme la difficulté à atteindre le 700 heures. Les problématiques sont liées au travail à temps partiel. Les problèmes, les difficultés des fois à comprendre les questions parce que à l'assurance-emploi à remplir les formulaires parce que souvent c'est des termes quasi juridiques, c'est mal vulgarisé, on comprend mal, on a de la difficulté à trouver les formulaires. Donc tout ça, je pense que c'est des choses qu'on parle ensemble. Et puis après, une fois qu'on se rend compte des problèmes communs, ben on apporte ça à l'assurance-emploi. Par exemple, on peut l'apporter à la commission de l'assurance-emploi. On a des très, très bons liens avec les hauts fonctionnaires. Et puis, on leur fait part, justement, de ces difficultés-là plus particulières. Donc, c'est comme un second volet, en plus de la lutte, de la défense de droits première ligne, si on veut. Ouais, c'est ça. Voilà. Ben, bravo pour vos démarches, Olivier. Puis, bonne continuité ici avec Action Chômage. Merci beaucoup. L'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle a eu lieu pour une 3e année. À cet effet, j'ai rencontré Mme Anne Duret de Cosmos Bas-Saint-Laurent, qui nous en dit un peu plus sur les résultats de cette enquête et également qui nous parle de l'axe de communauté bienveillante qui est utilisé par cet organisme qui existe depuis maintenant 20 ans. Madame Duret, merci d'être avec moi en ce moment. On va parler ensemble du chapeau, appelons ça comme ça, le chapeau Cosmos, puis plus particulièrement de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. Donc, première question, qu'est-ce que c'est que cette enquête sur le développement des enfants à la maternelle? En fait, cette enquête-là, on est au 3e cycle de l'enquête. Donc, il y en a eu d'abord une en 2012, une en 2017 et ce dont on parle maintenant, c'est les données qui ont été colligées dans toutes les maternelles du Bas-Saint-Laurent, en fait de tout le Québec, là, en 2022. Donc, on vient de recevoir les résultats de cette enquête-là. Ce sont des observations qui ont été posées par les enseignants et les enseignantes de maternelle. Puis, je dois nommer qu'au Bas-Saint-Laurent, on a eu un très haut taux de réponse. Presque tous nos enfants sont couverts, là. On a un taux de réponse de 97%, lorsqu'il est excellent. Au plan national, c'est 91%. OK, quand même, c'est bien. Tout à fait. Ça, cette enquête-là, qu'est-ce qu'elle vous permet de voir, disons, dans le temps comme évolution, puis aussi comme peut-être action à prendre pour l'avenir?
OK. En fait, c'est une enquête qui nous permet de voir quels sont les acquis de nos enfants quand ils entrent à la maternelle, mais aussi quels sont les défis qui se posent. Puis ça nous permet de voir aussi l'évolution dans le temps. On sait qu'on vient de sortir de la pandémie et tout ça. Est-ce que ça a eu des impacts, etc. Donc, en ce qui concerne les résultats au Bas-Saint-Laurent, nous, on est resté assez stable dans le temps. Donc, alors que ça s'est dégradé dans plusieurs régions du Québec dans les dernières années. Et je vous dirais que nos enfants vont bien. De façon générale, on a 3 enfants sur 4 qui rentrent à la maternelle avec les acquis nécessaires. En même temps, ça veut dire qu'on en a 1 sur 4 pour qui il y a des défis particuliers. Et nous, dans le Bas-Saint-Laurent, les défis se situent plus dans la sphère de la maturité affective, c'est-à-dire tout l'aspect des comportements prosociaux, notamment. Donc, il faut continuer à travailler cet aspect-là de la socialisation des enfants au Bas-Saint-Laurent. OK. Un autre exemple d'acquis, quand vous dites que vous regardez l'acquis des enfants, est-ce qu'on peut parler, par exemple, je sais pas, de langage, motricité, je sais pas, avez-vous d'autres exemples? Oui, ben en fait, tu sais, on pourrait en donner beaucoup d'exemples et celui qui nous a frappé davantage parce qu'il y a une belle amélioration, c'est au niveau de la communication. Okay. Donc, on s'est beaucoup amélioré. Dans la dernière enquête, il y avait un peu plus de 10% des enfants qui avaient quand même des problèmes au plan langagier à l'entrée à la maternelle. Et au moment où on se parle, on est rendu à un peu plus de 6%. Donc, il y a de moins en moins d'enfants qui ont des enjeux au plan langagier et de la communication lorsqu'ils rentrent à l'école. Et ça, je nommerais, il y a une initiative qui a été d'abord développée à la Matépédia, mais qui a été implantée partout sur le territoire, qui est la fameuse trousse Stella, qui est une trousse qui est à l'intention des parents, mais aussi des intervenants qui travaillent avec les tout-petits, qui permet, au fond, de développer la communication, le langage, tout en s'amusant. Alors, c'est un exemple et on est assez fiers parce qu'on voit pour donner des résultats, il faut regarder à long terme et cette enquête-là nous permet justement, périodiquement, d'aller voir comment ça se passe. Et sinon, tantôt, en introduction, je nommais que Cosmos, c'est un peu comme un chapeau. Pouvez-vous me dire un peu plus, c'est quoi Cosmos? Okay. Au fond, Cosmos, Bas-Saint-Laurent, c'est un regroupement de 250 partenaires qui se situent dans l'ensemble des MRC et qui proviennent de plusieurs milieux différents, du milieu communautaire, de l'éducation, des municipalités, de santé et services sociaux, des loisirs, etc. Et qui, chacun dans le RMS, parce qu'on a des équipes locales, au fond, vont identifier leurs priorités pour soutenir le développement des enfants, mais nous, c'est beaucoup plus large que la petite enfance seulement, c'est de la naissance à 30 ans. OK. OK? Ouais, OK. Et Cosmos va soutenir les initiatives qui sont identifiées dans chacune des MRC à la hauteur d'environ 2 millions par année. Oh, OK. OK. Quelqu'un qui aimerait savoir dans sa région, disons ici au Kamouraska, j'aimerais savoir c'est quoi les axes prioritaires du Cosmos de ma MRC. Comment est-ce que je peux savoir ça? Vous pouvez aller sur le site de Cosmos, ce site Internet où on va parler des initiatives qu'il y a dans l'ensemble, dans chacune des MRC au fond. Puis il y en a d'ailleurs une très belle qui a démarré au Kamouraska, qui est Grandir en nature, qui est une approche qui est développée particulièrement dans les CPE puis les services de garde en milieu familial, qui, en fait, qui vise à jouer davantage dehors quand on est tout petit et par le fait même, ça a des impacts positifs sur toutes sortes de sphères du développement, qu'on parle de santé physique, de motricité, de la communication, de l'entraide, etc. Et ce qui a démarré au Kamouraska, au fond, est en train de faire des petits et est presque implanté à l'ensemble de la région de Laurentienne. Ah, c'est le fun.
C'est une excellente initiative. Oui, oui. Puis la nature, on le sait, c'est beau dans le Bas-Saint-Laurent. Hein? Tout à fait, tout à fait. Puis il faut, on le sait qu'on a des défis avec le temps d'écran, hein, notamment, qui commence très jeune, puis qui est un défi aussi pour les parents parfois. Ouais. Donc, grandir en nature vient nous inciter à jouer davantage dehors et à profiter je dirais, de la nature qui est extraordinaire au Bas-Saint-Laurent. Super. Sinon, dans le communiqué que j'ai reçu concernant l'enquête sur le développement des enfants, le titre parlait d'une communauté bienveillante. Ouais. Ça m'a parlé, je me suis questionné, vous, Cosmos, c'est quoi votre position? Pourquoi est-ce que c'est vraiment le terme que vous avez employé? Je suis curieux, en fait. Ben, à partir, tu sais, on se rappelle qu'il y a déjà presque 2 ans maintenant, il y a la commission Laurent, hein, Oui, qui y avait un appel de la commission Laurent qui disait qu'on devait s'assurer d'avoir une communauté ou des communautés bienveillantes autour des enfants. Et Cosmos existe depuis 20 ans maintenant. En tout cas, ça va faire bientôt 20 ans qu'on soulignera d'ailleurs. Et on pense qu'on est déjà, nous, une communauté tissée serrée compte tenu justement de l'ensemble des partenaires qui sont associés. Hein, je vous nommais les 250 organisations qui travaillent ensemble je dirais, à tisser un filet de sécurité autour des enfants en s'assurant de donner à chaque enfant une chance égale de se développer au Bas-Saint-Laurent. Puis j'en déduis que vous permettez une collaboration, en fait, entre tous ces organismes-là, ces organismes et municipalités, et puis vous avez nommé plein de... Oui, tout à fait. Ben, l'idée, c'est de dire qu'ensemble, on est plus fort. Ensemble, on peut réaliser aussi de plus grandes choses et que au fond, il faut aussi il y a des expertises particulières, mais il faut s'assurer de la complémentarité aussi. Alors, c'est un peu le rôle de Cosmos de mettre toutes ces forces-là ensemble autour, je dirais, du développement des enfants. Super. En terminant, Madame Duret, est-ce que je peux vous souhaiter quelque chose pour votre belle mission? Oui, bien, en fait, souhaitez-nous d'abord un bon 20e. Oui. Parce que, je veux dire, une collaboration qui est pérenne à ce niveau-là, qui peut se poursuivre dans le temps, c'est quand même exceptionnel d'avoir un engagement à si long terme. Et souhaitez-nous, que pour les 20 prochaines années, on puisse poursuivre avec autant, je dirais, d'engagement puis d'enthousiasme de la part des partenaires. Ah, fantastique. Merci à vous. Je vous remercie. C'est ce qui complète notre émission d'actualité hebdomadaire pour la région du Kamouraska. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous désirez communiquer avec moi, me transmettre des informations, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Ça me fera plaisir d'aller à votre rencontre. D'ici là, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.